Radio Arson. Une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. Becoming Bahlabi Talk, donc Bahlabi, c'est né du mot Bahlabia. C'est un mot qu'on a créé assez naturellement lors d'une discussion et qui nous a tout de suite réunis autour de divers sujets, de diverses réflexions. Et on a tout de suite eu l'envie que ce mot nous dépasse et qu'il n'existe pas seulement parce qu'on est toutes les trois amies et qu'on se connaît et qu'on se rejoint sur certains sujets. On a vraiment envie de créer une réflexion en collectivité avec tout le monde, différentes personnalités, des étudiants, des artistes, des écrivains, des libraires, enfin vraiment on veut s'étendre et on ne veut pas créer de frontières, on veut recevoir tout le monde à notre table et becoming tous de Bahlabi Talk. Becoming Bahlabi Talk. Bonjour Anouk, bonjour Maud, salut les filles. Salut. Donc aujourd'hui c'est notre première, donc on est sur Becoming Bahlabi Talk. C'est la première lancée du podcast, la première marche de l'escalier. Et on est là pour parler de comment est-ce qu'on va s'en sortir, comment s'en sortir avec les livres qui nous gênent, et où est-ce qu'on les amène, et qu'est-ce que ça peut devenir, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et donc, pour commencer, je pense que présenter la librairie, vous présenter aussi, ça peut être intéressant. Voir comment est-ce que vous vous impliquez dans cette direction. Alors, moi, je m'appelle Maud. On a créé la librairie avec Anouk il y a 7 ans, à peu près. Pour rejoindre un peu le projet de ce podcast-là et de cette heure ensemble, on n'a pas ouvert cette librairie en ayant envie de lui donner un angle en particulier. On ne s'est pas dit, dans cette librairie, il y aura tel livre et par contre, tel genre de livre, il n'y aura pas. On avait plutôt réfléchi en termes de place et en termes de rayon. En se disant, ce rayon-là, il n'y a pas parce qu'il n'y aura pas la place. Et qu'évidemment, tout au long de ces 7 ans, par contre, nos choix, ils ont évolué, ils sont affinés, ils sont un peu radicalisés parfois. Je crois que c'est en ayant ouvert notre propre librairie que on a fait des choix de livres beaucoup plus précisément, en se disant, ça on n'aura pas, ou on n'aura plus. Peut-être on l'avait quand on a ouvert, mais maintenant on ne le veut plus. Et on continue, je dirais un peu tout le temps, à se faire cette réflexion. Parce qu'on commande des nouveautés de livres tous les 2-3 mois. Donc en fait, tous les 2-3 mois, on voit apparaître tout ce qui est en train de sortir et que donc tous les 2-3 mois, on se dit « Ah non, ça va pas être possible, on ne commandera pas pour la librairie. » Et puis parce que y a des livres qu'on a en stock et dont on apprend que souvent les auteurs sont problématiques. Et donc là, on se dit est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les garde pas. Voilà, je sais pas si Anouk, tu veux me présenter. Ouais. Bonjour, je m'appelle Anouk, donc je suis la deuxième parleuse. On a aussi dit oui à ce podcast parce que je crois qu'une partie de notre radicalisation, elle vient du fait d'écouter des podcasts et que quand on ouvre une entreprise en France, pourtant on est 2 femmes blanches et on s'appelle Aubert et Pouillet, ça passe partout normalement. Quand même, quand vous êtes une femme, il y a des trucs où vous mentez quand vous montez une entreprise. Moi, en l'occurrence, j'étais enceinte. On ne l'a pas dit. Et puis, je mettais des grands trucs pour pas qu'on me voie, parce que sinon, on n'aurait pas fait un prêt. Donc, ça a commencé comme ça. Et là, on s'est dit, waouh. Puis, parfois, quand on travaille avec des copains qui venaient nous donner des petits coups de main, on s'est aperçu qu'on parlait toujours aux garçons, quoi, qui étaient présents. Et c'était pas nous les patronnes, quoi. Alors, il y a des petits trucs comme ça. Puis après, on s'est mis un peu à écouter des podcasts, à faire, quand tu fais de la voiture, tu disais tout à l'heure, faire autre chose et écouter en même temps. Et là, on a plongé petit à petit. On va avoir des références communes, mais il y a des nanas incroyables qui mènent des podcasts formidables et qui rendent hyper accessibles des choses qui le sont moins que quand on lit uniquement ou parce qu'on n'a pas accès à ces lectures-là. Et donc, du coup, on s'est dit, parler d'un podcast pour parler de tout ça, c'est dans un podcast, alors que c'est le podcast qui nous a amené à une certaine radicalité sur des questions féministes ou sur des questions plus globales et intersectionnelles. C'est le podcast aussi et la lecture qui nous ont amené à cette remise en cause qui nous semble essentielle pour mener notre vie dans le refus de parvenir. Voilà. Et est-ce qu'il y a il y a eu un moment point où vous vous êtes dit, ok, à partir de maintenant, on commence à affiner.
Et il y a des choses qu'on montre et d'autres qu'on montre pas, ou c'est vraiment venu progressivement? Enfin, qu'est-ce qui motive le choix de se dire, ok, je suis libraire et à partir d'aujourd'hui, bah ça j'en veux plus, ou ça je garde, ou... Ce qui est chouette, c'est que dans notre société actuelle, franchement, tous les jours, c'est un festival, donc t'as des choix à faire tous les jours. Après, il y a des réalités. Maud, elle parlait de la librairie qui fait 50 mètres carrés dans la partie littérature adulte et 20 mètres carrés pour les enfants, donc tu fais nécessairement des choix. Nous, il n'y a pas de rayon cuisine, à part 3 trucs qu'on aime bien, qui tournent autour du végétal en règle générale, mais voilà, qui sont un peu les dominantes de nos goûts. On n'a pas de guide de voyage, donc voilà. On a des choix à faire tout le temps dans ce qu'on commande, etc. Après, il y a des questions qu'on ne se pose même pas sur... on a très peu d'hommes et de femmes politiques quand ils sortent un livre, on les a pas, que ce soit à gauche, à droite. Voilà, on n'a pas de ce genre de livre-là, mais c'est des choix aussi à se dire, bon, franchement, ça se vend partout, ils sont partout déjà, les hommes et les femmes politiques, c'est peut-être bien s'il y a des chercheurs, des sociologues, des artistes qui arrivent à écrire des choses sur notre société et que ce soit ça qu'on mette en avant. Voilà, pour revenir à l'exemple le plus grossier de ces derniers temps, commander le livre de Jordan Bardella, c'est évidemment c'est même pas une question en fait. Bien sûr qu'on va perdre des ventes là-dedans. Enfin, bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vient chercher ça chez nous, mais à l'époque du livre d'un des nombreux grands livres d'Éric Zemmour, il y a une dame qui l'a demandé, et quand je lui dis bah non, elle m'a dit vous me le commandez, je dis bah non, je lui dis bah allez voir la police. Enfin, du coup, voilà, on s'expose à un refus de vente, c'est puni par une amende. Pour le coup, je crois qu'on est assez droite et assez clair sur ces sujets-là pour se dire bah on prend le risque quoi. Voilà. Peut-être pour compléter, ce qui est souvent, c'est souvent à nous qu'on vient demander comment vous faites vos choix, qu'est-ce que vous choisissez de ne pas avoir. C'est nécessairement le reflet de votre engagement, c'est nécessairement le reflet de votre réflexion politique. Moi, j'estime que toutes les librairies font des choix politiques. Quelle qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, parce qu'en fait la production éditoriale elle est telle que même une librairie qui serait hyper grande, elle ne peut pas tout avoir. Donc on fait tous et toutes des choix, et quand on fait le choix d'avoir en nouveauté des livres d'extrême droite, c'est un choix. Et que autant que le nôtre de ne pas l'avoir. Et je trouve que c'est souvent un peu hypocrite de venir nous voir, nous nous pose beaucoup la question, quoi. Voilà. Quand au moment de Bardella, on nous a beaucoup dit pourquoi vous l'avez pas. Moi, j'aimerais bien qu'on aille voir des librairies pour leur dire vous, pourquoi vous l'avez, quoi. Ne parlons pas de la qualité littéraire, hein. Parce qu'il y a la personnalité, le truc politique, mais enfin, nous, on fait ce métier-là parce que ce qui nous fait un peu vibrer là-dedans, c'est l'émerveillement qu'on peut ressentir à la lecture de certains textes, quoi. Enfin, pour être clair, un libraire, ça gagne, c'est vraiment au bas de l'échelle de ce que tu gagnes comme argent. Et les gens qui font ça, globalement, c'est parce qu'ils aiment tellement les livres et cette possibilité de les faire partager que tu ne trouveras pas un libraire ou une libraire qui va te dire je fais ça parce que je gagne tellement de fric et c'est très... Enfin, c'est pas vrai. Enfin, quelqu'un qui est libraire et qui vit dans les livres, de toute façon, globalement, dans le monde du livre, c'est des gens qui gagnent pas énormément d'argent. Alors évidemment, il y a des exceptions, attention, mais je parle d'une globalité. Les libraires indépendants, voilà. Donc, il faut avoir une vibration là-dedans, sinon voilà. Mais justement, c'est parce que moi, je me renseigne aussi beaucoup sur ça. Mais c'est par exemple Albert Camus, je trouve qu'il écrit très bien. Mais personnellement, pour plusieurs raisons, Albert Camus, je pourrais pas adhérer. Sur tous ses livres, etc., politiquement, l'engagement qu'il a pris. Mais du coup, est-ce qu'il y a une dissociation qui doit se faire à un moment donné ? Enfin, comment est-ce que... est-ce qu'on peut apprécier vraiment quelque chose en dénaturant vraiment l'objet qu'il contient réellement ? Donc là, par exemple, sur tous ces livres très ancrés dans le conflit Algérie-France, sur la colonisation, etc., tout ce qui a été un peu aveuglé. Et du coup, moi, en lisant, j'ai beaucoup apprécié l'écriture, mais je me sentais même limite mal d'apprécier parce que j'apprécie quelque chose qui dénature un peu les réalités. Et du coup, quelle place est-ce qu'on donne à la qualité de l'écrit ? Enfin, comment est-ce qu'on peut ficeler, je reviens là-dessus, avec ça. Et du coup, c'est vraiment une interrogation. C'est comme dans nos travaux, je pense, pratiques, ou même les artistes, ou même on peut avoir rapport avec certaines personnes qui vont donner des conseils, etc. Mais est-ce qu'on dissocie vraiment... Est-ce qu'on doit faire une dissociation à un moment donné où...
Je vais te répondre moi sur ce que je crois avoir compris de ce que tu te poses comme question. Est-ce que la question, ça pourrait être est-ce qu'on doit dissocier la personne de l'œuvre ? Ouais. La réponse est toute simple, non. Voilà, mais après je peux développer. Mais comme tu parles d'Albert Camus et que moi c'est une de mes grandes interrogations aussi en tant que lectrice. Je crois que là, j'ai lu Camus un peu plus jeune que toi et j'ai été extrêmement mal à l'aise. Donc, on a une différence d'âge, plein de choses. Et moi, j'ai jamais compris... le plus connu, qui parle et qui commence avec la mort de cette mère, donc qui est bizarre et qui est considéré comme un chef-d'œuvre. Tout le long de l'école, moi, j'ai entendu que c'était un chef-d'œuvre, que c'était un humaniste. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai lu quelqu'un d'extrêmement égocentré. Et pas du tout humaniste. Mais bon, force est de constater, quand t'as la majorité qui dit c'est génial, bah tu sais pas trop. Et puis moi, plus jeune, je me sentais pas assez sûre de mes convictions et intellectuelles et tout ça. Et puis après, la magie de la librairie, c'est que un jour, t'as un livre qui arrive, tu le découvres, il y a écrit « Oublier Camus », quoi. Et t'as un mec qui a écrit ça. Alors, c'est pas un mec qui enseigne en France, mais bon, il enseigne dans un autre pays. Et du coup, peut-être il peut se permettre ce que des intellectuels françaises ne peuvent pas se permettre. Et en lisant ce mec-là, je me suis dit, donc lui, il a lu ça aussi. Et lui, il a lu ça aussi. Et ça, c'est moins clair dans son engagement et ses positions sur la guerre d'Algérie. Mais bon, après, si on part sur la guerre d'Algérie, parler de notre radicalisation, là aussi, moi, elle va crescendo. Plus je comprends de choses sur ce qui s'est passé 20 ans avant ma naissance, plus je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'on m'a raconté à l'école pendant 20 ans ? Donc là aussi, c'est la magie des livres, c'est de me faire comprendre certaines choses. Et encore, je suis loin d'avoir tout compris sur ce sujet-là. Mais sur Camus, maintenant, je suis plutôt à l'aise pour dire, moi, j'adhère pas. Et j'adhère même pas à l'écriture, tu vois. Donc, quand je l'ai lu, je me suis dit, j'aime pas l'écriture, j'aime pas le propos. Donc voilà, sur ça, tu peux avoir Camus, et puis tu peux avoir oublié Camus dans la partie sciences humaines. Nous, c'est comme ça en tout cas sur lui, c'est comme ça qu'on gère. Ok. Et est-ce que du coup, vous avez des livres qui, ne vous plaisent pas forcément, que ce soit idéologiquement ou même la manière dont c'est écrit, mais que vous êtes quand même allé jusqu'au bout pour le lire, parce que vous dites, ok, ça peut peut-être avoir des apports d'autre côté. Ça peut arriver de se dire, j'ai lu quelque chose, j'ai pas trouvé ça terrible, mais je vois bien à quel lecteur ou quelle lectrice ça va pouvoir plaire. Après, cette catégorie de livres, c'est quasi exclusivement de la littérature, donc pas d'essais, pas de sciences humaines, et à mon sens, ce ne sont jamais des écrits dont l'auteur ou l'autrice nous semble avoir des prises de position qui seraient idéologiquement très problématiques pour nous, quoi. Moi, j'ai déjà lu des trucs, j'ai pas trouvé ça terrible. J'en ai en tête. J'ai souri 2 fois. J'ai vu une dame rentrer samedi, elle m'a demandé, mais un livre, ça me semblait typiquement ça, un truc pas trop prise de tête, un peu drôle, un peu... je lui ai conseillé ça et j'ai pas honte de lui conseiller. C'est pas le livre de l'année. D'ailleurs, je lui ai dit, dans 10 ans, vous vous souviendrez peut-être pas de ce livre, mais là, vous allez passer un moment. Et c'est ce qu'elle voulait. Et là, je suis pas gênée de faire ça. Mais ce livre, ni l'autrice ni son contenu me pose de problème idéologique. C'est pas de la grande littérature. Mais j'ai pas honte de l'avoir et j'ai pas honte de l'avoir lu et j'ai pas honte de le conseiller. Et... souvent, les libraires, on est un peu prétentieux et prétentieuse. On a souvent une idée de ce qu'il faudrait lire absolument, de ce qui est de la bonne littérature, de ce qui est de la moins bonne. Moi, je crois qu'il y a des gens qui viennent avec des demandes, avec des envies, et que ça, il faut y répondre. Après, là, comme ça, j'ai pas de livre de quelqu'un qui serait vraiment... On s'est dit, allez, je le lis quand même si je sais que ça va être un problème. Moi, j'ai pas d'idée, là. Moi, ça me vient pas... Moi, il y a vraiment des trucs où c'est sûr que je les lirai jamais, quoi. Quand bien même... J'ai des trucs, t'as besoin de les lire pour qu'ils se vendent. T'aimes pas l'auteur, t'aimes pas le propos, mais c'est pas que t'aimes pas le propos, ça t'intéresse pas, mais ça va se vendre à coup sûr, donc tu le lis pas, quoi. En tout cas, s'il y a des livres qu'on a aimés à un moment donné, qu'on a lus et qu'on a vendus et qu'aujourd'hui on ne vend plus, ça, il y en a, qui sont toujours à la librairie. Après, je pense que c'est toute une question de mesure. Il y a des choses... t'as des postures dans certains bouquins, notamment écrits par des mecs, misogynes.
Et après, sur cette misogynétude, t'as un champ, quoi. Voilà. T'as ce qui relève du misogyne, et d'une époque. L'Attrape-cœur de Salinger, qui est un livre qui date des années 60, je crois, ou 70. Le mec est je sais plus de quel... Mais il est d'une misogynie, c'est abyssal, quoi. Une façon de considérer la femme qui est problématique. Le type qui l'écrit est bizarre, quoi. Il a écrit ça a été un succès, puis derrière, il a écrit quelques livres, puis après, il a plus voulu les vendre. Enfin, il a vécu un peu coupé du monde. Donc, un type un peu... C'est un classique. Mais après, quand t'es libraire, tu peux aussi dire, tu vois, c'est quelqu'un qui te demande, j'ai besoin d'un classique américain, machin, ça peut être ça, mais tu peux l'accompagner de 2 mots. Au même titre que dans la librairie jeunesse, par exemple, il y a toute une série de livres qui s'appellent Captive, et il y en a d'autres avec des Yves, qui sont ce qu'on appelle de la dark romance, et qui pose vraiment des questions sur les relations hommes-femmes, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Donc ça, c'est difficile, parce qu'en plus, c'est des jeunes qui viennent l'acheter. Donc il y a des trucs où t'as pas la main, parce que ça passe via le pass culture, par exemple, donc ça, Mais nous, on arrive toujours à placer un mot à la personne qui vient le chercher. Quand même, elle te demande pas un conseil, tu peux aussi dire, mais soit à des parents qui accompagnent la personne en question, soit la personne est assez grande pour venir s'acheter ses livres seule, et de dire une phrase en disant, tu sais, ça, c'est pas la réalité, c'est vraiment de la fiction, et les hommes et les femmes, ils doivent pas se comporter comme ça. Enfin, tu peux aussi le faire. Donc, quand ça pose des questions de cet ordre-là, voilà. Après, il y a des types comme Bastien Vivès dans la BD, où au début, à la librairie, moi, il y a quelques albums que j'avais vachement aimés. Et puis après, en fait, j'ai pris connaissance de l'ampleur de ses paroles, de ses considérations, et de ses productions graphiques, la représentation pédopornographique qui à un moment est tellement problématique que là, à part ne plus la voir, et on s'aperçoit que personne nous le demande, c'est pas chez nous qu'on va venir chercher ça, manifestement. Donc voilà, tu peux gérer comme ça et trouver un équilibre assez facile, quoi. Est-ce que vous vous projetez dans une librairie dite neutre, enfin qui n'a pas forcément d'orientation, enfin je sais pas si déjà ne pas en avoir, il y en a une quand même, mais qui vend de tout, qui parlait de, comme vous l'avez dit, de Jordan Bardella, un truc sur la colonisation par exemple. Vous voyez travailler dans une librairie comme ça ou absolument pas? Moi non. Ok. Moi non, mais parce que, encore une fois, je pense que la neutralité n'existe pas. Et que... Ce qui est même neutre et du côté de l'oppresseur. Exactement. Et c'est bien ça, c'est bien dit. Ouais, si t'es neutre, t'es du côté de l'oppresseur. Et ouais, ça, vraiment, je suis de plus en plus persuadée, et je trouve que c'est cette manière... je comprends la manière dont tu formules ta question, mais je vois bien quelle réalité ça recouvre dans des librairies. Ce truc où on vend de tout et où on est neutre. Moi, j'y crois pas une seconde, quoi. Ces choix, ils sont politiques autant que les miens. Et autant que les nôtres. Et donc, moi, je pourrais pas. Je peux pas... je peux pas, en tant que femme, lesbienne, mère, avoir des livres dans ma librairie que je considère être du côté de l'oppresseur. C'est de l'ordre de l'impossible en ce qui me concerne. Je suis comme Maud. En plus, il faut se dire, on est libraire là, parce que c'est notre librairie. Donc, du coup, c'est nous les chefs. Alors, on est les chefs de nous-mêmes, mais c'est déjà pas mal. Et que si je devais imaginer un autre travail qui n'est plus dans ce cadre-là, ce sera jamais dans une autre librairie que la mienne. Je préfère retourner faire ce que je faisais avant, et pour lequel j'avais des petits problèmes à le faire, mais du coup, qui serait quand même plus acceptable pour moi de faire ce que je faisais avant avec mes valeurs, mes idéaux, que travailler dans une librairie qui vend de tout, et notamment des trucs comme ça. Je crois qu'en fait, quand tu vends des livres, ce que je te dis, on revient toujours à c'est quoi un travail? Un travail, c'est pour gagner ta vie, c'est un salaire, voilà. Après, il faut trouver un équilibre là-dedans. Moi, je veux bien pas beaucoup gagner de sous et travailler beaucoup, mais il faut quand même que je puisse faire un peu comme je veux, quoi. C'est pour diffuser des saloperies sur... il y a plein de gens qui s'en chargent, et j'ai pas du tout envie d'y contribuer. Et vous avez déjà influencé quelqu'un à ne pas acheter un livre? Même parfois très clairement. Ouais. Parfois il y a quelqu'un, non, n'achetez pas du tout ça. Cash, directement. Si on se connaît bien, s'il y a des gens que tu connais bien, tu peux leur dire non mais ça va pas du tout vous plaire, ou ça va pas du tout être votre délire, ou vous allez pas du tout...
Il y en a, tu peux essayer de le faire plus subtilement. Mais ouais, moi, ça m'arrive quand même souvent de dire aux gens, non, mais alors, ça pas du tout, quoi. Puis en fait, les gens, quand ils reviennent à la librairie, tu as plusieurs types de clientèle. Tu as des clients qui vont se dire, cette librairie, je la kiffe. Voilà, je suis bien là, je vais venir acheter tous mes livres ici et je vais les croire. Et puis, elles vont commencer à me connaître et voilà. Donc, avec ces gens-là qui viennent te voir parce qu'il y a une habitude qui se crée, tu peux pas leur mentir. Tu peux pas leur dire, ouais, ça va. Enfin, tu vois, est-ce que t'as aimé? En plus, moi, quand je mange, je crois que ça se voit tellement que je suis là, je prends un air un peu. Les gens qui me connaissent un peu, ils savent que je raconte n'importe quoi. Donc, je vais pas m'amuser à faire ça à quelqu'un que j'aime bien, à quelqu'un qui vient régulièrement acheter ses livres chez moi. Donc, non, je crois que c'est. Et puis, même. De toute façon, t'as beau dire, il y a des trucs, ils ont tellement de succès, t'as beau dire, mais n'y allez pas, je vous en supplie, ça vraiment, les gens ils y vont. Tu peux dire, moi là, c'était il y a 2 ans je pense, il y a un livre qui a eu beaucoup de succès et un prix. Moi je suis arrivé à la page 276, quand j'ai lu le dernier paragraphe, je me suis dit, mais c'est un truc de malade, on n'a pas le droit d'écrire ça en 2023 ou 2024. Bon il a eu le prix Goncourt, ça s'est vendu beaucoup. Et du coup, tu as cette réalité où là, de toute façon, tu peux pas faire face à la vague. En ce moment, on traverse une autre vague à la librairie, la femme de ménage. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est une vague qu'on n'avait pas vu venir. On ne l'avait pas à la librairie. Et puis d'un coup, quand tu as 5 personnes par jour, alors nous, 5 personnes par jour qui te réclament le même livre, chez nous, c'est beaucoup, quoi. Puis tu te dis, ouais, je l'ai pas. Puis tu vois plein de gens tellement différents à lire ça. Donc tu finis par l'avoir. Alors, bon, globalement, en plus, je crois que c'est pas très problématique. Au contraire, c'est même une petite touche de féminisme un peu enrobée dans une histoire. Voilà. Bon, moi je l'ai pas lu, Maud l'a pas lu. Il y a des gens autour de nous qui nous disent ça pique les yeux tellement c'est mal écrit. Et le fait est, c'est que ça se vend et que ça se lit. Donc on peut le lire et se dire c'est nul. Les gens vont quand même l'acheter. Pour le coup, là, ils te demandent pas un conseil, quoi. Donc voilà. Après, toi, t'as lu un article un peu rigolo là-dessus. Ouais, c'est assez rigolo d'une autrice qui s'appelle Isabelle Sorante, qui a un newsletter, qui interroge le succès de ce livre-là et qui l'a lu parce que justement elle voyait tellement de gens dans le métro avec qu'elle se dit en fait je vais le lire, et qui en fait en le lisant se dit en fait le problème c'est pas tant l'écriture, c'est pas l'intrigue, ça se présente comme un thriller psychologique, mais la psychologie des personnages a l'air vraiment bâclée, et donc elle se pose la question de en fait est-ce que cette autrice, donc Frida McFadden, si c'était pas une IA? Et en fait, elle développe toute une réflexion intéressante de dire, nous, on craint de devenir, que l'IA devienne comme nous, mais en fait, la crainte, c'est que nous, on devienne comme l'IA. Et que du coup, les livres qu'on aime, ce soient ces livres-là. Parce qu'elle dit très bien dans son article, elle dit, en fait, c'est comme si, on dirait qu'on a pris tous les 30 meilleurs thrillers de ces dernières années, et que l'IA, elle en a fait un paquet, et qu'elle t'a sorti un roman, qu'elle est cartonné. Et elle dit, voilà, est-ce que si l'IA se met à écrire des livres, est-ce qu'on demande à l'IA d'écrire des livres? Est-ce qu'on va tous être des millions à lire ce genre de livres à la psychologie assez en fait de personnages assez mal faite, voire inexistante, quoi. Donc, je trouvais ça vachement intéressant comme réflexion. On ne sait pas du tout si cette autrice a travaillé avec l'IA ou si elle-même est une intelligence artificielle. Mais voilà, ça pose des questions intéressantes sur qu'est-ce que on a tous et toutes à un moment envie de lire, par quelle vague de mode on se laisse emporter, quoi. Après, ça vient à se demander aussi à quel moment il y a une individualité qui se crée et à quel moment il y a une... on reconnaît que c'est tel auteur qui l'a écrit et pas un autre, et à quel moment on reconnaît que cette œuvre, elle vient de tel artiste et pas d'un autre, et que c'est parce que ça vient de son vouloir de créer pour lui et peut-être pas pour les gens qu'il y a autour et qui vont le lire ou qui vont le voir. Ouais, je suis assez d'accord, mais je trouve que dans des créations qui participent à un marché, au sens financier du terme, ça brouille un peu les pistes de la création pour soi-même et la création pour vendre. Et que là-dedans, tout est un peu noyé dans le même marché, quoi. Par exemple, quand tu fais tes commandes de livres, t'as à la fois effectivement ce qui va devenir un espèce de best-seller où t'imagines bien que ça a probablement été écrit pour que ça se vende beaucoup, et puis en même temps,
t'as ces petites maisons d'édition qui publient des auteurs et des autrices, oui, qui a priori sont dans une relation beaucoup plus personnelle et beaucoup plus habitée de leur écriture, quoi. Ça me renvoie à ce... Personnellement, dans ma création artistique, je me pose la question, je sais pas si c'est un peu délicat de le dire ou non, mais c'est comme ça que je le perçois, mais j'ai peur d'être à certains moments l'arabe de service. Et du coup, c'est ce truc, est-ce qu'on fait pour être adhéré par la partie en face de manière exotique à ce qu'on veut dire, ce qu'on veut partager, ou est-ce qu'on fait... Enfin, par exemple, je me permettrais jamais, moi, j'étais à l'école en prépa avant de venir ici, on m'a soumis l'idée de travailler le couscous pour recréer une sorte de truc. Moi, j'ai trouvé ça horrible qu'on me dise ça, et du coup, mais ça avait l'air de prendre vraiment autour, c'était en mode, c'est vraiment, ça va être intéressant comme projet. Mais du coup, c'est comment aussi ce truc de... Je me pose la question, même sur tous les projets, comment est-ce que je suis vraiment moi, ou est-ce que je suis moi perçue par l'exotisme d'en face? Et du coup, c'est un peu la question de pour qui et pourquoi est-ce qu'on travaille. Et moi, en tout cas, je sais pas pour vous, mais c'est pleinement en marge dans comment est-ce que je vis la chose. On a eu un peu une conversation comme ça il n'y a pas longtemps à propos d'un livre qui va sortir en août, d'une autrice qu'on adore, qui s'appelle Fatima Das, qui avait écrit un premier livre, qui s'appelle La Petite Dernière. Franchement, c'est Et je trouve que ce livre, il illustre assez bien ce que tu dis dans le fait de refuser à la fois d'incarner l'identité que l'autre veut que tu aies, et en même temps d'incarner toutes celles que tu estimes être les tiennes. Et je trouve que La Petite Dernière, ce livre, il est très fort. C'est le parcours d'une jeune femme qui grandit en banlieue parisienne, qui découvre la foi, qui vit dans une famille musulmane, mais qui lui transmet des traditions musulmanes et qui lui transmet pas la foi, et qui découvre en même temps son homosexualité. Et c'est un très beau livre et puis qui en même temps va aller en prépa à Paris. Donc c'est un très beau livre au carrefour de ces identités-là. Je suis de banlieue, je suis de Paris, je suis arabe, je suis française, je suis musulmane, je suis lesbienne. Et elle on en a reparlé il n'y a pas longtemps, parce qu'elle a subi une vague de vraiment super, super violente quand ce livre est sorti, parce qu'on a essayé de l'assigner à une identité, quoi. C'était, soit elle était musulmane, soit elle était lesbienne, mais en tout cas, elle avait un camp à choisir. Et c'est très symptomatique de ce qu'on demande de toute façon aux gens, Et elle sort un prochain bouquin que Anouk a déjà lu, qui sort là en août, et qui, quand on en a parlé avec la représentante commerciale qui nous a présenté le livre, on a justement parlé de ça. Elle nous a dit que de nouveau dans ce livre-là, je ne sais pas si toi c'est ce que tu as ressenti en lisant, mais est-ce que d'ailleurs d'autres allaient probablement lui reprocher, c'est de ne pas s'assigner à une identité, quoi. De justement pas jouer au truc de je vais être cette personne de service parce que ça vous arrange bien que je sois positionnée là, quoi. C'est vrai qu'automatiquement, quand on est maghrébine et qu'on est dans le monde de l'art, on nous met dans des cases. Automatiquement, on va parler de notre identité, nos traditions, nos racines. Or que c'est pas, on va pas dire la même chose à quelqu'un qui est blanc, par exemple, en parlant de ses traditions. Or que quand tu es arabe ou tu es racisé, je vais globaliser le terme, on nous met dans cette catégorie de parler de nos traditions, alors que c'est pas forcément le cas. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis il faut parler dans leur vérité aussi. Si on leur dit pas ce qu'ils attendent et qu'on les pointe un peu sur des... Moi je sais que je travaille beaucoup sur la guerre d'Algérie avec ma mère ou quoi, etc. Et si on les attrape sur des points qui les remettent en cause, là ça passe plus. On est l'arabe sauvage, quoi. On est la personne on est le barbare et tout. Restez barbare, vous avez su aussi. C'est que des livres qui moi m'ont aidé en tout cas même à me positionner un peu. Mais ces trucs de... On attend de nous, et si nous on donne ce qu'on veut, ça pose problème. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je voudrais dire que déjà, j'ai honte de mes contemporains et contemporaines qui t'ont proposé de travailler sur le couscous. Je me suis affligée, pardon, mais je sais pas, je crois que c'était vraiment une blague d'il y a 30 ans, quoi, mais j'imagine que tu étais en prépa il y a pas longtemps, donc du coup, j'ai toujours honte d'appartenir à cette société-là quand j'entends ça. Moi, j'ai pas l'impression d'être responsable de la guerre d'Algérie, et pourtant, j'ai l'impression d'être responsable de ce qui se passe après. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir fait des choix avant. En revanche, je vis très mal ce à quoi les personnes perçues comme arabes, parce que là aussi, dans cette perception, sont renvoyées en permanence. J'ai honte parce que je l'ai constaté à plein d'endroits, dans toutes les strates de la société, et même les plus soi-disant évoluées. Donc pour répondre à ta question, mais ne donne jamais ce qu'on attend de toi, quoi. Jamais. Voilà. Ne leur donne pas, ils ont déjà assez pris, quoi.
faut que maintenant, ça suffit. Donc, je suis hyper émue à chaque fois qu'on parle de ça parce que je pensais pas m'excuser à 40 ans d'un truc, tu vois, je suis née en 85. J'ai honte de vivre dans une société qui dit qu'aujourd'hui le problème c'est les frères musulmans, que j'ai honte de tous ces gens qui sont nombreux, quoi, parce que nous on vit dans une petite bulle dans la librairie où on a l'impression que c'est progressiste, mais c'est pas progressiste la société dans laquelle on vit. Ouais, des personnes qui m'est le plus chère, elle est renvoyée en permanence au fait qu'elle soit arabe. Quand elle s'énerve, elle est algérienne. Quand elle... On l'appelle pour parler avec des parents d'arabe, elle parle pas arabe. Enfin, tu vois, c'est toujours ce truc-là de pas la considérer juste... Déjà, quand t'es considérée comme une femme, t'es considérée comme un bout d'être humain. Mais alors qu'en plus, on te rajoute cette strate-là, c'est... Voilà, à la fois j'ai honte et à la fois je me dis il y a des espaces comme celui-là qui existent et où vous faites des études qui ont l'air quand même super et vous pouvez réfléchir à des... Voilà, j'ai honte qu'il y ait en prépa, il y a des gens qui t'aient suggéré ça. Je crois que je te l'ai dit une fois que tu es venue à la librairie. On a discuté avec Maud. Maud, elle dit que je suis toujours bouleversée par des écritures souvent arabes ou maghrébines. Là, Rim Batal au Maroc, j'en ai parlé. J'ai trouvé ce texte, mais parce que je trouve qu'il y a une intelligence dans ce texte d'explication de la violence, de délicatesse, de voilà. Ali Zeniter m'a bouleversée, Abdelataya, quand il est venu à la librairie, voilà, j'ai été bouleversée quand je l'ai lu, j'ai été bouleversée quand je l'ai entendu. Mais il y a une intelligence, justement, alors toi tu disais, parce que c'est ce qu'on t'a renvoyé de l'exotisme, de cette différence qui est celle des personnes d'origine maghrébine, mais moi je trouve qu'elle est tellement... elle est tellement incroyable. Moi, j'ai une pote avec qui je peux discuter de l'existence de Dieu, mais qui a cette qualité de relation. Moi, j'y crois pas, elle y croit. Et vraiment, et on est d'accord à la fin, mais vraiment, on n'est pas d'accord sur le chemin. Mais je trouve ça merveilleux d'avoir un autre être humain qui peut m'apporter ça. Et qui peut, parfois, je suis un peu jalouse de ce qu'elle croit, tu vois. Ça, je trouve ça fou. Et je trouve que c'est une qualité comme ça de relation, elle est mais à chérir... Donc non, ne leur donne jamais rien, jamais ce qu'on attend de toi, jamais de couscous, ou alors c'est pour faire des boulettes et leur jeter dessus, fort quoi. Mais pas te ramener ou faire plaisir, parce que de toute façon, ni les femmes, ni les personnes, alors j'aime pas le terme racisé, mais je comprends quand tu le globalises, ça n'ira jamais. Moi je suis lesbienne, c'est foutu, ça n'ira jamais, je suis une demi-femme, je suis pas assez féminine, je suis pas assez... Ça n'ira jamais pour ceux qui dominent le monde, voilà. Donc je crois que transgresser en tant qu'artiste, allons-y, emmerdez-les. Et le livre de Fatima Das, il est encore mieux que La Petite Dernière. Et je peux pas dire la phrase par laquelle il finit, mais... Ah si, je peux le dire parce que je te spoile rien. La dernière phrase de ce livre, il y a écrit « J'espère que ton monde ne s'effondrera jamais ». Ben moi, j'espère qu'il va s'effondrer. Voilà. Je la trouve encore merveilleuse de dire « J'espère que ton monde ne s'effondrera jamais ». Alors qu'en fait, il faut qu'il s'effondre, ce monde-là, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, mais justement, c'est ce que j'ai trouvé en venant à la librairie. Mais quand on a parlé de Rim Batal, juste avant, on avait parlé de Kamel Daoud. Et Kamel Daoud, moi, c'est un livre qu'on m'avait conseillé de lire. Et je me suis dit, pré-Goncourt, ça sonne un peu bizarre. Je me méfie un peu. Enfin, c'est un peu mauvais de ma part, mais je me méfie un peu des livres qui remportent des prix, parce que souvent, c'est que ça va dans le sens populaire, ça va dans le sens majoritaire. Et du coup, justement, c'est là qu'est venue cette question en vrai pour le podcast même. Il y avait ce livre, et puis on avait un peu le même avis. C'est une atrocité pour moi, Kamel Daoud. Et le livre qu'il a sorti, c'est Ouris. Ouris, ouais. Et du coup, c'est là qu'on avait parlé de Rim Batal, et ça me permet de rebondir même sur Fatima Das ou même Louisa Yousfi, même Nejma Kassimi, moi son livre aussi sensible. Et c'est là que j'ai un peu compris ce truc-là, mais c'est quand même dur à faire, mais de surélever le problème et limite d'avoir en moi ce qu'on me reproche, ce qu'on nous reproche même en tant que tel, mais de le redonner d'une manière différente. Ce que j'avais apprécié dans Fatima Das, c'est que justement elle posait des éléments simples, elle s'excusait pas de le faire. On s'excuse trop souvent dans la littérature en vrai, de dire certaines choses, ou d'avoir certaines positions, de penser, même nous en tant que travail, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais on s'excusait de dire certaines choses, ou d'avoir certaines représentations, alors qu'en vrai... on n'a pas forcément à s'excuser, mais il y a toujours cette position un peu en dessous qu'on nous impose. Et c'est des livres que j'ai rencontrés dans votre librairie. Et certains profs de ma prépa aussi m'ont beaucoup accompagnée en vrai aussi, à part quelques-uns. Et du coup, c'est ce truc d'enclencher ce truc de « j'ai ça en moi et en vrai ça va rien changer ». Et de le
surélevé. Enfin, rester barbare, moi je trouve c'est très fort. C'est Le mettre en valeur. ouais, c'est ça, garder sa barbarie, mais ne pas leur donner de la manière à laquelle ils s'attendent. Ah bah ça, oui, oui. En plus, ils peuvent être un peu surpris. Mais oui, oui, bien sûr que rester barbare, t'as raison, c'est une super référence. J'imagine notamment quand t'es artiste, je pense que ça a toute son importance parce qu'il y a toute l'énergie qui va avec ce terme-là et à laquelle on veut t'assigner dans une barbarie bien définie et qui va bien sur certaines chaînes de télé, quoi. Bah, c'est reprendre un peu ce qu'on nous a assigné et leur montrer que bah, on le prend et on le... Enfin, même Nejma Kassimi, dans son livre, à un moment, elle reprend la Marseillaise et elle la remodifie avec tout ce qui s'est passé historiquement entre la France et l'Algérie. Et j'ai trouvé ça super... Enfin, c'est super simple. Et à la fois, c'est hyper évocateur et c'est hyper fort dans tout ce que ça renvoie. Et c'est juste, je vais rester barbare, je vais rester face à vous, mais je vais pas m'effacer. Enfin, ce truc de l'excuse constante. Moi, je sais que j'avais du mal un peu avec ça aussi, ce truc de... On doit toujours s'excuser d'être. Même, ça renvoie un peu à ce que tu disais tout à l'heure, mais ce truc de... On te demande pourquoi est-ce que tu fais le choix de ceci ou cela, mais en fait, bah, j'ai trouvé ça intéressant, ce truc de... C'est pas à moi qu'il faut demander, mais c'est à ceux qui font de se demander pourquoi... Bah oui, c'est souvent à nous qu'on vient demander des comptes, alors qu'au final, tu essayes juste d'être ce que t'es du mieux que tu peux la plupart du temps, quoi. Et on a eu cette discussion, quelqu'un nous a dit il n'y a pas très longtemps, oui, mais vous comprenez bien avec vos positions et la manière dont vous... Allez, je sais pas, moi je me sens tellement pas tous les matins radical que c'est vrai que j'ai du mal à verbaliser ce qu'on nous renvoie, mais moi j'ai tellement l'impression... J'ai utilisé le terme refus de parvenir, de vivre ma vie avec ça comme grande direction, c'est-à-dire de ne pas écraser la gueule des autres, quoi. Qui me semble être franchement la base pour vivre en société. Et ça fait de nous des gens, des filles radicales, quoi. Donc je suis toujours un peu... Et cette personne qui nous dit, bah, vous imaginez bien, oui, vous vous exposez à des représailles ou à ce qu'on soit un peu attaqué parce que vous êtes ce que vous êtes. C'est-à-dire... Je vends des livres et je fais des cappuccinos, quoi. La grande menace pour la société française et mondiale est quand même tout à fait relative. Et du coup, tu te dis, bah, pourquoi on vient dire, bah, presque, ça normalise les petits soucis qui nous arrivent, de se dire, bah, on est perçu comme radical. Moi, je me sens pas radical. Mais le fait est, c'est dans ce que me renvoient les autres, ils me trouvent, et elles me trouvent radical. Voilà. Ou emmerdeuse, ou... tatillon ou un peu à chercher la petite bête. Pas chercher. Hein ? Rabat-joie. Ouais, rabat-joie, mais emmerdeuse, mais dans plein de sujets, de pas accepter certains trucs, de... Voilà, je sais pas, d'aller voir par exemple la directrice de l'école après que de notre plus jeune fille parce qu'elle s'est fait toucher l'entrejambe par un camarade de classe à 6 ans, ça me semble pas être une emmerdeuse de génie, ça me semble réagir, être une éducatrice, un parent et dire il arrive quelque chose à ma fille, je réagis. Bon bah, quelqu'un avec qui j'en ai discuté me dit ah ouais mais toi t'es une emmerdeuse. Bah non, je suis pas une emmerdeuse meuf, elle a 6 ans, elle se fait toucher l'entrejambe, n'importe quel parent devrait juste se comporter comme ça et pas laisser passer ce genre de micro-problème dès 6 ans, quoi. Voilà. Donc oui, rester barbare, je souscris. Et vous ressentez pas une forme de responsabilité à vendre des livres par peur d'influencer certaines personnes? Enfin, c'est pas un poids ou absolument pas, genre? En ce qui me concerne, absolument pas. Alors, je crois que j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais je pense que vous pouvez les chercher après le podcast, mais le nombre de gens qui déclarent lire des livres, dans cette partie de la population, c'est déjà une toute petite partie de la population. Avant qu'on atteigne la puissance de nuisance de Cyril Hanouna, si tu veux, en vendant des livres, on a vraiment du temps. Donc, non, mais vraiment, c'est se dire, la librairie, ça reste un commerce de niche. T'as des gens qui aiment vraiment la littérature et ça nous fait mais c'est une petite clientèle, hein. Tu vois, à la Fnac, à l'étage livre, t'as du monde rayon manga, mais enfin, c'est pas là où il y a le plus de monde. Donc moi, en termes de responsabilité, non, je me sens, enfin, c'est pas un poids. Au contraire, parfois, je me sens même d'utilité publique, quoi, tu vois. Il y a un lieu avec qu'on récupère dans notre librairie de gens chelous, perdus, qui sont dans un moment. Enfin, non, mais c'est vrai, un commerce comme celui-là, notamment avec la partie café, t'as tout qui vient. Mais non, j'ai l'impression d'avoir une utilité sociale dans la société dans laquelle je vis, dans la ville dans laquelle je vis. Ça veut dire que 45 heures par semaine, il y a des jeunes qui peuvent débouler, aller passer 2 heures quelque part pour moins de 2 euros. C'est pas, tu vois, dans notre société, c'est pas si simple de trouver des lieux comme ça.
Même à l'inverse, je me demande comment certaines personnes traversent la vie sans se sentir responsables de quoi que ce soit. Moi, j'imagine que on a une forme de responsabilité qui est pas pesante, mais qui me semble que tout le monde devrait avoir quand tu as envie de faire société. Et moi, je suis toujours assez hallucinée de constater qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas manifestement, enfin qui peuvent traverser la vie sans se sentir responsable de quoi que ce soit. Moi, je me dis dans 2 ans, peut-être l'extrême droite, elle est au pouvoir. Moi, j'estime que il y a une responsabilité qui devrait peser sur chacun et chacune d'entre nous d'ici là. Ça me semble toujours étonnant que ce soit pas enfin que des gens aient pas l'air de le ressentir, quoi. Et je crois que, je sais pas, moi, il y a rien de plus chouette que des moments où je sais pas, là par exemple, on a eu une rencontre vendredi soir avec une autrice d'un essai qui s'appelle Les Vigilantes. Elle s'appelle Léane Alestra et elle a travaillé sur l'extrême droite et notamment la manière dont l'extrême droite peut réussir à récupérer des luttes, notamment des luttes féministes ou en faveur des droits des personnes LGBTQIA+, en agitant l'étendard de l'islamophobie pour que ça réunisse bien tout le monde. Et ben voilà, une soirée comme ça, donc cette nana, elle vient de parler de son travail, qu'elle connaît sur le bout des doigts, elle est super passionnante, et il y avait 40-50 personnes dans la librairie, avec voilà, des gens qui repartent en disant « Ah, c'était génial, c'était passionnant, merci beaucoup », et où après ils ont pu échanger avec elle sur la manière dont on pouvait s'organiser dans des villes comme Nice par exemple. Bah voilà, moi je me dis, je trouve que cette soirée-là, elle relève un peu de notre responsabilité de se dire, bah voilà, cette soirée, elle était gratuite, elle était ouverte à tout le monde, tu peux venir sans acheter le livre, tu peux venir sans consommer, tu peux venir écouter 1 heure quelqu'un qui a fait ce travail-là. Et je me dis, bah voilà, si ça a pu nourrir des réflexions, aider des gens à aller parler à d'autres qui sont moins convaincus, bah déjà, j'ai trouvé que c'est trop chouette comme soirée, que c'est trop chouette comme responsabilité, et je crois que enfin, on se le verbalise peut-être jamais comme ça, mais dans les choix, ouais, bah, je sais pas, je me dis, des personnes qu'on invite à la librairie dont on a envie qui parlent de leur travail, je me dis ça, c'est important à faire, quoi. Et il faut qu'il y ait plein d'espaces comme les nôtres qui peuvent le faire. Et je crois qu'aussi quand on crée et qu'on fait de l'art, c'est toujours compliqué de se dire est-ce que l'art c'est politique, comment ma création elle est politique, ou en fait moi je me situe en dehors de ce champ-là. C'est un peu, voilà, c'est une question dont on pourrait parler pendant des heures. La grande différence, je dirais, entre vous et nous, c'est que nous, on a créé un lieu, mais on vend la création d'autres. On n'a pas écrit de livre, quoi. Vous êtes impliqué personnellement dans... C'est un travail artistique et je crois que là, peut-être ça nous place à différents endroits. Je ne sais pas exactement de quelle manière, mais je ne sais pas vous de quelle manière vous vous dites mon travail artistique, mes réflexions, elles portent une forme de responsabilité. J'aurais du mal à savoir quelle serait votre position là-dessus. C'est une bonne question, hein. Parce que j'ai l'impression que dès la première année, on doit penser à ça pour les années à venir. Mais moi j'ai l'impression que dans le cadre où notre corps il est devenu politique, sur toutes les créations, on a la responsabilité de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'ils comprennent et comment. Par exemple, moi j'ai déjà vu des œuvres d'artistes engagés sur certains sujets qui me touchent ou quoi que ce soit d'autre, où j'ai été en mode c'est mal fait, faut pas le faire. Mais en même temps, si on le fait pas, c'est compliqué. Ouais. Spécialement sur les sujets qu'on traite, je pense qu'à partir du moment où tu parles d'un sujet ou d'un thème, tu prends nécessairement position et tu prends une position qui est la tienne, peu importe laquelle c'est. Et il y a ce truc où même malgré toi, tu as une position parce que bah, tu as ton propre avis, tu as la manière dont tu l'as fait, la manière dont tu l'as installé, la manière dont l'idée est venue, les recherches que tu as fait, chez qui tu as cherché, comment tu as cherché. Et je pense que tout ça, c'est des positions en elles-mêmes. Et il y a des gens qui le revendiquent plus ou moins en fonction de ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Mais en tout cas, je pense qu'à partir du moment, à l'école, à partir du moment où on est tous obligés de créer dans une pratique qui est dite personnelle, c'est dans le nom même, c'est personnel, donc c'est nécessairement une prise de position qui est la nôtre en soi. Mais du coup, j'ai l'impression que ça pose la question de la légitimité. Parce que... Et ça, en vrai, c'est... Moi, j'ai vu un film dernièrement
J'ai vu Voyage à Gaza. J'ai trouvé le film important, il faut que ce soit vu, il faut que ce soit montré, etc. Mais il y a un moment où on parle de la position de la femme, et je comprends pas. Je comprends pas ce que ça va faire ici, etc. On m'a dit que c'était parce que c'était une vision, que le réalisateur était italien, etc., que c'était limite normal. Mais du coup, quelle place on donne à la personne qui... Enfin, je saurais pas trop comment... Tu questionnes la légitimité, par exemple, du réalisateur, Ouais, en c'est ça. l'occurrence, t'as l'impression qu'il rend pas justice aux Ouais, femmes, ouais, par parce exemple. que le film est sur ce qui se passe en Palestine, et tout le monde doit être libre de... Et c'est un devoir, j'imagine... Enfin, pour moi, en tout cas, que tout le monde prenne part aussi à ce sujet-là, à la libération du peuple palestinien, etc. Mais dans ce cadre-là, il y a un effet qui a été rajouté. C'est un moment, vraiment, une discussion entre 3 femmes, il y a 3 hommes, et du coup, on questionne la place d'une certaine femme dans sa famille, si elle est libre, si ça peut Les être relations comme ça. qu'elle a hors mariage ou... Et pour moi, ça n'a pas d'intérêt Ça a pas dans le film. Et j'ai été gênée. Et du coup, j'ai pas pu apprécier après le reste. Enfin, j'étais... En gros, alors, je crois que tu allais questionner la légitimité votre légitimité en tant qu'artiste, mais en fait, c'est la légitimité peut-être d'autres à traiter certains sujets. Et ça me fait à peu près le même effet. Moi, quand j'ai vu La vie d'Adèle de Abdelatif Kechiche, je me suis dit wow, ça c'est ma vie, parce que non, hein, ça c'est pas ma vie. Donc voilà, c'est la question de souvent qui crée, enfin, qui a le droit de créer, qui a le droit de filmer, qui a le droit de faire ci, qui a le droit de faire ça, et qui a le plus de possibilités, ce sont des hommes. Donc tu te retrouves avec ce regard que parfois, et pardon de vous plomber un peu l'ambiance, mais vu la conscience politique que vous avez, je sais pas quel âge vous avez toutes les 3. 19 et 20. Pareil. Voilà. Et dans 20 ans, vous allez serrer les filles, parce que t'as fait 20 ans de plus de regard de mecs que tu auras subi, parce que vous avez été à l'école, donc vous avez lu que des hommes. Enfin, allez, ils ont jeté 2-3 filles dans le programme du bac de français, quoi. Vous avez dû en croiser un peu plus que nous, mais encore tellement peu, quoi. Donc en fait, tu disais tout à l'heure, c'est l'événement ou l'individualité qui crée. Mais cette individualité, tu peux pas la sortir, elle est pas toute seule, quoi. Elle s'est créée avec plein de choses extérieures, et notamment le regard des hommes. Et on vit toutes, alors avec des différences de conscience, mais on vit toutes avec, tu dis ça, évidemment, c'est pas une réalisatrice qui fait ça, c'est un réalisateur qui va questionner la place des femmes, et là, t'as le droit de sortir, t'as pas le droit de sortir, t'as mis ton voile. C'est un mec qui fait ça, évidemment. Parce qu'une femme alors, évidemment, pas toutes les femmes, et t'as des femmes qui sont pas tout à fait nos sœurs, mais voilà. Mais si tu veux, t'as ce regard masculin qui est prégnant sur toute la société. Et même dans un film comme ça, on vient te rappeler que, la femme, on peut aller donner son avis, quoi. De toute façon, sur ce qu'elle fait pas, c'est bien, c'est pas bien. Fatima Das, est-ce qu'elle est lesbienne, est-ce qu'elle est musulmane? Alors du coup, toujours. Et c'est en ça que c'est le petit bémol que je rajouterais, c'est que ton individualité, elle peut, en tant que créateur ou créatrice, je pense qu'elle ne se fait pas toute seule, elle se fait dans une société donnée, à un temps donné, dans une famille donnée, voilà. Tu aurais pas le même regard si tu vivais, je sais pas moi, en Sibérie, et que tu aurais pas la même individualité qui se développe. Et en ça, c'est avoir une grande conscience de ce regard masculin qui est présent partout, tout le temps. Et comment une femme, elle trouve la légitimité de dire le mien, il a de l'importance aussi. Parce que c'est jamais ce qu'on nous a appris. Nous, on nous a appris à nous taire, à laisser de la place dans la cour d'école, à aimer le regard des hommes, à se conformer au regard des hommes, à être des femmes que les hommes aiment regarder. Donc tout ça, c'est ce qu'on t'apprend depuis que t'es toute petite, quoi. C'est-à-dire, tu joues avec tes poupées, c'est déjà ça. Donc la question de trouver de la légitimité quand t'es une femme, quel que soit ton choix de vie professionnel, voilà, c'est pas simple, et je pense que c'est le combat d'une vie. Alors avec des femmes qui nous ont précédées, qui nous ont déjà un peu facilité et permis de pousser quelques portes, mais moi j'aurais toujours un petit problème de légitimité en tant que femme, en tant que donc pas homme, quoi, parce que pas dominante, et de cette place-là, j'ai quand même grandi dans cette société un peu patriarcale, beaucoup patriarcale, très très patriarcale. Et ça, on aura toujours un petit problème de légitimité qu'il faut jamais oublier de se rappeler les unes les autres. Non, là tu lâches pas, parce que voilà. Et ça, c'est, je pense, le rôle des nanas entre elles, c'est de se dire non, ce que tu es en train de raconter, c'est super, on s'en fout, si tu vois. Ça, c'est peut-être le rôle de l'entourage, de te dire t'as le droit de parler, t'as le droit de le montrer comme ça, voilà. Cette légitimité-là qui vacille de temps en temps, je pense qu'il faut s'appuyer sur ses copines. Ça me fait aussi penser à ce que tu dis à propos du film, à un auteur palestinien, Karim Katan, qu'on a reçu à la librairie,
qui a écrit son dernier bouquin, il s'appelle Eden à l'aube, et c'est une histoire d'amour entre 2 mecs à Jérusalem. Et c'est vraiment comment tu tombes amoureux et comment tu vis une histoire d'amour dans un territoire occupé. Et comment le joug militaire, il s'exerce sur 2 personnes qui s'aiment et qui ont en plus des situations administratives différentes. Et c'est pas du tout un livre sur la question de l'homosexualité. Et c'est jamais posé comme question. Et quand on l'a reçu, je sais plus comment c'est arrivé dans la discussion. On l'a reçu en même temps qu'Abdelataya. On l'a reçu en même temps qu'Abdelataya, qui est un auteur franco-marocain gay. Et Karim, il disait, mais moi, j'ai pas du tout voulu faire un livre sur l'homosexualité en Palestine, parce qu'il dit, moi, je savais que les Français, c'est ça que vous alliez attendre. Je savais que vous alliez me dire, ouais, en vrai, on peut être homo à Jérusalem, on peut être homo en Palestine. Et il dit ça, je savais que vous allez il y allait avoir cette question de les droits des personnes homo. Et donc il dit, moi, c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Il dit, moi, au début, je voulais me faire kiffer, je voulais écrire une histoire d'amour, parce que j'avais envie d'écrire une histoire d'amour. Et il dit, après, ouais, cette histoire d'amour, elle se passe à Jérusalem, elle se passe en Palestine, parce qu'après, j'ai trouvé intéressant de se demander, mais en fait, une histoire d'amour, ça se vit comment dans un territoire? Et j'ai trouvé ça vachement intéressant pour ça, tu vois, de se dire, ça revient un peu à ce qu'on disait de la conversation, c'est ça, je vais pas leur donner, en fait. C'est pas du tout ça que je vais écrire. Et du coup, c'est assez intéressant de commencer à entrer en résonance avec Abdelataya, qui est un écrivain franco-marocain, qui a beaucoup écrit sur sa famille, sur ses mères et sur ses sœurs. Et pendant la rencontre, en même temps, il a dit, mais moi, mon modèle d'émancipation, c'est ma mère. Lui, il habite qu'au Maroc, il a subi des violences sexuelles quand il était enfant, et puis il a après été assez malheureux comme homme gay au Maroc, quoi. Et il dit, moi, j'ai beaucoup reproché à ma famille de ne pas m'avoir soutenue. Et en même temps, il dit, mais moi, ma mère, c'est mon modèle d'émancipation. Et pendant la rencontre, il a dit, mais attention, hein, moi, je ne vais pas vous dire que ma mère, c'est pas une femme émancipée comme vous pensez, vous, que les femmes blanches, elles doivent être émancipées. Il dit, moi, ma mère, c'est mon modèle d'émancipation. Ouais, j'ai été énervée contre elle parce qu'elle ne m'a pas protégée quand j'étais enfant. Mais ma mère et mes sœurs, c'est elles, les vraies femmes libres. Pas celles... Et il y a eu une question dans la salle à un moment de quelqu'un qui lui a demandé, c'était un peu hors de propos, est-ce que vous pensez que vos sœurs, elles étaient lesbiennes? Et en fait, se sont confrontés à une espèce de regard de femme blanche française qui est venue plaquer probablement son interprétation sur ce qu'il avait dit. Et lui qui essaye de redire, elle dit, bah non, moi, mes sœurs, elles m'ont emmené draguer des mecs, c'était ça. Celles qui m'ont tout appris. Celles qui m'ont tout appris, celles qui m'ont appris à être gay. Et lui aussi, il était dans ce truc-là de attention, quoi. Ne lisez pas ce que vous pensez que vous allez lire. Et je trouve que ces 2 mecs-là, ils incarnaient chacun à leur manière cette forme de légitimité et venaient nous redire là où nous ne serions pas légitimes à interpréter. Voilà. Et j'avais trouvé ça très fort et j'avais trouvé ça très chouette parce que il y avait beaucoup de blancs, comme souvent dans la librairie, mais j'ai trouvé ça très chouette parce que ça pouvait renvoyer aux lecteurs et aux lectrices qui allaient acheter les livres après, quoi. Voilà. Et donc ça me fait penser à ce que tu dis, je pense qu'il y a cette différence-là quand tu es complètement concerné ou c'est quelque chose que tu incarnes là de manière très individuelle, d'aller pouvoir complètement contrecarrer ce qu'on va... Voilà, eux, effectivement, il n'y a pas été question de savoir si la femme machin, elle était libre et c'était quoi sa place dans sa famille. Ça n'a jamais été une question de la soirée. Et c'est ça que j'avais trouvé très, très chouette, quoi. C'est intéressant. Le fait que la personne ait posé la question, du coup, ça a tout remis dans son contexte. Donc ça a bien amené la chose. Et du coup, comme ça, il n'y a plus de quiproquo. Ils ont laissé aucune place à du quiproquo et l'un et l'autre de manière très claire ça, et à différents moments. Et très, très délicatement, très intelligemment, il y avait une espèce d'explication, d'évidence, quoi. Ils étaient très au clair avec ces choses-là aussi, parce que c'est des mecs qu'on a renvoyés régulièrement à ce qu'ils étaient. C'est-à-dire des PD, déjà, des PD étaient quand même renvoyés régulièrement à ça. Et puis, un Marocain, un Palestinien... on est quand même sur 2 personnalités, voilà. Abdel, en plus, c'est pas un gamin, c'est un mec qui a 55 balais, il a écrit un nombre... Il est pas jeune non plus, hein. Non, mais bon, voilà, ils ont déjà écrit quelques romans en plus, donc voilà, c'était pas... Tu peux avoir un jeune ou une jeune... Et je repense, on reparle
de Fatima Das, elle avait 23 balais, quand elle se retrouve exposée à la une des Inrocks, elle invite à France Inter, machin, on la charge. T'as pas le même répondant en face quand t'as 23 ans et quand t'en as 50 et que t'as déjà fait de la radio, de la télé, décidé là. Donc évidemment, t'as une jeune femme qui est d'ailleurs, qui je trouve là-dedans, c'est bien débrouillée, mais oui, c'est sûr que ça avait été fait avec grande classe, quoi. Et c'était très drôle parce que juste avant la rencontre, Karim, il était accoudé au bar à côté d'un type qui venait écouter la rencontre et qui lui dit bah alors, vous en pensez quoi qu'est-ce qu'il faudrait faire là pour la Palestine? Et là, Karim, il a regardé, il a dit bah et vous les Occidentaux, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour la Palestine? Et je m'étais dit ah ouais ok, et voilà, c'était assez drôle de voir que les gens qui allaient venir assister à cette rencontre, ils arrivaient avec des questions comme ça, quoi. Avec des questions comme ça, de mecs blancs, français, bourgeois, homo certes, mais voilà, qui étaient en train de plaquer ces complètes représentations. Et Karim avec son petit air très calme. Et vous faites quoi? C'était une chouette rencontre. Non, mais moi, ça me renvoie à la conférence. C'était Yarel Gadban et Rodney Saint-Éloi. Moi, on en a assisté à beaucoup cette année, mais c'était l'une de mes préférées, je pense. Et c'est ce truc de renvoyer la balle dans l'autre camp, mais de contourner subtilement le problème et de poser de rendre la question. Enlever le fardeau et leur donner. C'est un peu, on l'a abordé au début, hein, quand tu disais, moi ça me surprend qu'on nous demande, voilà, pourquoi vous l'avez pas, pourquoi la question c'est jamais, mais pourquoi vous avez commandé le livre de Jordan Bardella. On en revient toujours à pourquoi tu viens questionner, quelque chose qui pour toi, pour nous, va nous sembler naturel, et où tu es encore obligé d'expliquer, quoi. Il n'y a rien à expliquer, en fait, ce que je fais c'est logique, c'est vous qui êtes chelou. Et ça, y en a qui le font avec plus ou moins de talent, et c'est vrai que quand tu lis cette maison d'édition, Mémoire d'Encrier, il y a quand même une production et des voix que tu croises pas sur toutes les tables de librairie. Bon, une parce qu'elle est québécoise comme maison d'édition, mais... Non mais c'est vrai, ça... Il y a un très beau livre sur l'Algérie qui sort en août d'ailleurs. Chez Mémoire d'Encrier. Chez Mémoire d'Encrier, ouais. Oui, voilà, en fait ce qui est réjouissant aussi là-dedans, c'est que tu rencontres, en tout cas dans le monde de la littérature, qui est phagocyté par des grands empires, c'est vrai, et tu as des espèces de petits champignons chelous partout dans toute cette... avec des maisons d'édition qui ont une production, et notamment les Québécois, c'est assez incroyable ce qu'ils font. Alors parfois c'est un peu déstabilisant parce que quand tu lis du québécois, c'est vrai que t'es pas habitué, puis nous on rit dans nos têtes quand on entend du québécois parce qu'ils ont cet accent un peu... tu te dis c'est chelou comme ils parlent français, et en même temps, ils nous trouvent tellement chelous dans notre français à nous que c'est assez drôle de rencontrer ces personnes... qui parlent un peu notre langue et pas complètement parce que c'est teinté d'anglais partout. Et alors en plus, quand les Québécois sont d'origine maghrébine ou d'autres origines, mais notamment ça te donne une langue française qui est complètement incroyable. Ce qu'a fait Yara El Gadban, c'est pas facile à lire. T'as des poèmes en forme d'animaux, enfin, c'est quand même une lecture. Tout le monde peut pas se lancer là-dedans, et en même temps, il y a des gens très différents qui l'ont lu, quoi. Donc ça, c'est assez magique, et t'as quand même un travail éditorial qui est exceptionnel parce que t'as accès à des textes, moi je trouve que dans la littérature, ce qui est pas vrai, je trouve, moins vrai en tout cas dans le cinéma, dans la télévision, mais dans la littérature, t'as l'existence d'une multiplicité de voix, et il suffit de chercher un peu et tu trouves, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un grand progrès de ces dernières années, parce que c'était moins vrai il y a 20 ou 30 ans, quoi. Puis ils avaient avancé l'invitation à la discussion pour tout le monde. Moi, ça m'avait marqué, mais en vrai, ça paraissait un peu normal en vrai, mais c'était celui qui dirigeait la maison d'édition. Il a dit faut inviter tout le monde à parler. Il faut que la table elle soit remplie parce que c'est souvent soit les oppressés qui parlent, soit les oppresseurs. Mais du coup, c'est jamais tous ensemble. Donc c'est un peu une sorte de quiproquo géant qui après transforme un peu tout. Et j'ai l'impression que ça se retrouve un peu partout. Même le podcast, on l'avait un peu pensé dans cette idée-là aussi. On invite un peu tout le monde à discuter, même là dans l'école, il y a tellement de singularités différentes, on n'est même pas... Enfin, tout le monde n'est pas forcément ouvert sur tout, etc. Mais pourquoi on ne discute pas juste tous ensemble, ouais. Et pas de scinder en deux, tous les groupes. C'est une confrontation des regards de chacun, au final. Ouais, c'est ça, de tous s'inviter à la discussion et de tous se demander... c'est pas mon existence le problème, mais c'est pourquoi tu la rejettes. Et du coup, c'est ce truc intéressant. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Même la question qu'ils nous avaient posée sur... c'est quand la première fois qu'on a compris que le racisme existait. En vrai, c'est anodin, mais c'est des trucs qui... On se pose jamais les bonnes questions, et c'est un peu dans
l'élan aussi de la société où on détourne toujours tout, même à la télé. On va pas parler de ça, donc on parle d'autre chose qui est plus attrayant, qui nous... Conventionnel, qui nous dans les fera, cases. qui fera plus adhérer, qui nous feront... c'est prendre un peu des sujets pour cible, pour éviter de... Mais je crois que c'est intéressant ce que vous faites, c'est de réussir à créer des espaces, même s'ils paraissent pas grands, de parole et de rencontres, et que de recréer, créer, de continuer à l'approfondir, un lien qui ne rompt pas la discussion, quoi. Et que... Quand même si parfois c'est ténu et même si parfois on a l'impression que ça fait pas avancer, nous, pour nous être retrouvés pas mal ces derniers mois autour de la table avec d'autres personnes, avec qui parfois les discussions peuvent être houleuses, voire franchement à la limite de la rupture. Au final, comment on arrive à progressivement avancer, progressivement réussir à tisser des liens. Mais après, faire collectif et créer ces espaces de parole, c'est un truc qui demande un travail au long cours de tous les participants, de toutes les participantes, et d'une volonté quand même commune, quoi. Ça veut dire, en fait, non, je vais pas m'arrêter dès qu'il y a un désaccord, je vais pas m'arrêter dès que quelqu'un me saoule, je vais pas m'arrêter parce qu'en fait, telle personne dans le collectif, je l'aime un peu moins que l'autre, ou je le trouve un peu moins supportable que l'autre. Et comment je vais réussir à le faire avancer? Peut-être c'est des petits pas, quoi. Mais je crois que c'est un travail qui est quand même très intéressant parce que, en effet, on va perdre parce qu'on nous divise et qu'on n'arrive pas à être soudés, quoi. Ou en tout cas, à essayer de réfléchir à comment l'être. Donc c'est bien que vous arriviez à faire ça. Et j'ai l'impression que les discussions les plus intéressantes, c'est qu'au départ, on n'est pas forcément d'accord avec la personne. Et au fur et à mesure du temps, ça crée... pas un commun accord, mais je sais pas comment expliquer ça. Mais au début, on n'est pas du tout d'accord sur tel et tel sujet. Et qu'au fur et à mesure, il y a un échange, toujours dans un débat, mais respectueux. Et ça, je trouve ça assez intéressant de... Après, il faut que tu aies quand même des petites bases communes. Ouais. En tout cas, dans ce travail-là, dans ce que vous essayez de mener, créer cet espace de parole toutes les 3 à 1 heure avec des gens. Tu disais tout à l'heure, je pense en parlant. Mais en fait, c'est génial. Continue à penser en parlant parce que tu sais, parfois quand tu parles tout seul dans ta tête, ou tu dis, et du coup, parfois il y a des choses qui émergent. Ta pensée, elle n'était pas affûtée sur le sujet, mais en fait, en parlant avec d'autres gens, il se crée quelque chose. Et nous, il y a un truc que c'est sûr, on a réussi, c'est que les gens, quand ils arrivent chez nous, ils ont envie de se parler, quoi. On n'avait pas mesuré, je crois, cet aspect-là. On a appelé ça les parleuses parce qu'on trouvait ça cool. C'était 2 meufs. Ça ressemblait un peu à nous, ce qu'on aimait faire, machin. Mais on n'avait pas mesuré à quel point ce lieu, ça allait être un lieu d'échange, mais qu'on soit là ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils sont contents de se retrouver. Souvent, quand on organise une soirée, soit ils se sont recroisés, ils sont déjà croisés à la librairie. Ça finit par... les gens, ils sont devenus amis sur notre terrasse. Moi, je trouve ça formidable, quoi, d'arriver à avoir un lieu comme ça. Et je crois que trouver des espaces quels qu'ils soient, là c'est autour de micros pour la diffusion dans une radio, c'est une terrasse de café, c'est une petite galerie d'art quelque part, d'avoir ces espaces où on peut se retrouver entre êtres humains avec un minimum de bases communes, c'est-à-dire, je crois, le respect de l'autre, quoi. Tu vois, parce que tu peux t'asseoir à 10 ans en face de certaines personnes. Respectueuses. Quand ils veulent pas lâcher leurs privilèges, tu peux y aller, tu peux montrer 1 + 1 ça fait 2, on va quand même t'expliquer que non. Donc je crois qu'il faut que tu aies... Bien sûr que tu peux avoir des divergences et c'est ça ce qu'on se disait, ce que je disais tout à l'heure, c'est je pense l'importance du dialogue aussi intergénérationnel où évidemment vous avez 20 ans et on en a le double, presque, moi j'en ai le double, pas elle, je sais pas là. Mais tu vois, il y a c'est ce temps de vie qu'on a eu avant que vous naissiez qui fait qu'on a une expérience, qui est en plus la nôtre, qui veut pas dire qu'elle est meilleure ou moins bonne, mais qui fait qu'il y a 2-3 trucs sur lesquels on a fait des trucs que vous avez pas encore fait. Mais je trouve que c'est hyper important que des gens de mon âge ils puissent parler avec des gens de votre âge. Moi, si je parle qu'avec des quarantenaires, mais je vais faner, quoi. C'est vrai, je veux dire, les quelques échanges qu'on a eus ensemble, ils m'ont fait réfléchir. Ta volonté de rester barbare, tu vois, elle vient réveiller des trucs et je m'interroge, et je me dis, cette nana, elle a la ville à Arson, et qu'est-ce qu'elle crée, et d'avoir ce regard que je pense l'intergénération renouvelle est hyper précieux, et que des meufs de 20 ans viennent dire à des adultes, vous pensez quoi exactement, expliquez votre pensée, mais
Pour les adultes que nous sommes, c'est génial. Et pour vous qui avez déjà mis les pieds dedans, mais traînez encore un peu, je pense que c'est aussi enrichissant. Enfin, de toute façon, ça va dans les deux sens, quoi. Et que je trouve ça très important de réfléchir en parlant. On peut clôturer par un choix de livre. Peut-être un choix de livre qui vous a marqué chacune dans votre parcours de Top 1. lectrice. Ouais. Ouais. Voilà. Oh, le must. C'est chaud comme question. C'est essentiel. Vous en avez un, vous? Ouais, déjà. Bonne question, c'est vrai ça. Est-ce qu'au lieu de nous mettre dans la panade, au lieu de nous là, mettre parce comme que ça, des là. libraires qui savent pas quoi répondre à ça. Ah, je crois que c'est un livre de Tahar Benjeloun. C'est Le miel et l'amertume, où ça a traité des questions de viol au Maroc, qui est un sujet très tabou au Maroc. Tout ce qui est sexualité, viol et tout, on n'en parle pas. Que ce soit dans ma famille ou dans d'autres, en tout cas le cas général. Et ça m'avait marqué parce que ça m'a vraiment fait réfléchir sur vraiment la position de la femme au Maroc, comment on veut qu'on ferme notre bouche en fait là-bas. Quand on marche dans la rue et tout ce qui est harcèlement de rue, etc. Enfin, c'est des trucs qui sont très tabous et on n'en parle pas assez. Du coup, ça m'a vraiment fait réfléchir sur ce sujet, comment l'approfondir. Et même j'ai créé un projet par rapport à ça, où j'ai travaillé à la calligraphie, vraiment mon ressenti par rapport à cette lecture qui m'a fait réfléchir. Moi, je crois qu'à mes dépens, c'est Changer méthode d'Édouard Louis. Avec du recul, parce qu'avec du recul, je trouve que le livre, il est... Enfin, faudrait peut-être revenir dessus. Mais c'est celui... Enfin, parce que je suis beaucoup engagée aussi sur l'aspect économique, social, et tout le système scolaire, etc. Enfin, beaucoup de choses à dire sur ça. Et je crois que c'est celui qui m'a fait me donner... Enfin, m'accorder la conscience. C'est le premier livre que j'ai lu qui m'a fait me dire, mais je peux pas rester comme ça. Et... Voilà, à mes dépens. Parce que franchement, Edouard Louis, j'aimerais bien discuter avec lui un jour pour revoir un peu les... Et revoir deux, trois trucs. Hein. Ouais, je trouve que le livre, il a une portée tellement énorme. Enfin, ce qu'il a dit, je trouve ça dangereux limite. Mais j'avais discuté aussi avec Geoffroy de la Gannerie l'année dernière, elle avait l'air. Il était venu avec l'accent, ouais. Enfin, c'était horrible, c'était ce truc de... Ça partait d'une bonne initiative, mais il avançait la ségrégation pour avancer dans les luttes. Et tu pouvais... Alors, du coup, il voulait qu'il y ait une école pour les Noirs, une école pour les Arabes, une école pour les gays arabes, une école... Enfin, je trouvais ça un peu dur, un peu compliqué, mais ça renvoie à tout ce que Edouard Louis aussi écrit. Très difficulté. Donc j'aimerais bien discuter avec lui un jour pour poser les choses, ouais. Parce que, je sais pas, après c'est un bon livre que j'ai lu quand même, mais beaucoup de questions. Ah ouais. Parce que même ça lance dans... Ouais, non, je pourrais en parler pendant des heures, je pense. Mais c'est ce truc de... Ouais, non, mais il avançait la théorie du nombre. Si je pouvais pas aller à une manifestation pour deux causes à la fois, enfin, du coup, je choisis qui je suis. Enfin, c'est un peu... ça revient à ce truc de faire des choix, de se mettre dans des cases aussi. Enfin, j'ai trouvé ça très dur et j'étais limite un peu triste qu'il y ait eu cet avis-là. Mais c'est quand même les livres qui m'ont ramené à la Villa Arson. Hein. On n'oublie pas d'où on vient. Alors moi, pour être honnête, je suis pas une grande lectrice. Du coup, j'ai pas encore lu de livres qui, moi, m'ont personnellement marqué. Par contre, si on peut parler d'œuvres, est-ce que je peux balancer avec Il y avait une œuvre qu'on avait vue en prépa, il faut que je retrouve le nom de l'artiste, mais c'était un artiste qui avait aligné des mixeurs avec... en gros, il en avait fait des aquariums, sauf que les mixeurs, ils étaient branchés, et du coup, chaque passant pouvait appuyer sur le mixeur et tuer le poisson qui était dedans. Et je trouvais... Alors, en fait, ça m'a marqué dans le sens où, à partir du moment où t'es passé dedans, où t'es rentré dans la pièce, t'avais une position à prendre. Si tu passes devant, ça veut dire que, ok, t'as pas tué le poisson qui est dedans, mais ça veut dire que t'es d'accord avec le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui passe et qui peut potentiellement appuyer sur le bouton. Et puis il y en a qui ont appuyé plus d'une fois d'ailleurs, c'est arrivé. Mais ouais, ça m'avait marqué parce que je trouvais que c'était intéressant comme... Ouais, j'avoue. Ouais, ça vaut bien un livre. Ouais, ça vaut. C'est la schématisation de à qui est-ce qu'on pose la question et comment, en vrai. C'est ça. Je trouve ça fou. À qui on donne le pouvoir aussi. Ouais, c'est ça. Et la neutralité aussi en question, ouais. Ouais. J'appuie pas, mais en appuyant pas et tu restes dans la pièce, tu crées du coup une problématique. T'es du côté de l'oppresseur. C'est un peu ton libre arbitre. T'es pas du côté du poisson. Non, pas du tout. Non, jamais, sinon tu prends le poisson, tu pars avec. Tu cours à la mer. Tu peux pas tout faire, il faut aller vite à la mer. Hein, le poisson. Ah oui. Moi, c'est un livre, parce qu'il résonne beaucoup avec ce qu'on s'est dit là, qui est un essai féministe qui s'appelle Féministe Punk, de Christine Aventin.
dans lequel elle développe toute une réflexion autour de Fifi Brindacier. Fifi Brindacier, c'est une histoire qui date d'il y a assez longtemps. Et en fait, elle dit que Fifi Brindacier, c'est une figure punk, parce qu'elle va pas à l'école, on sait jamais trop où sont ses parents, elle fait ce qu'elle veut de ses journées, et elle a deux copains, un copain et une copine, qui eux vont à l'école, mais qu'elle retrouve pour jouer. Et donc, elle raconte un peu toute l'histoire de la traduction de Fifi Brindacier, qui a été vachement lissée pour enlever justement ce côté punk. Et la manière dont le livre est écrit est assez chouette, parce qu'en fait, elle met dans le livre des petits paragraphes de remarques que lui ont fait ses potes pendant qu'il lisait le manuscrit, où ils lui disent « Ouais, non, là, il faudrait plutôt que tu fasses ci. » Donc, tu as une espèce de truc un peu collaboratif. Et en même temps, elle rappelle avec ce livre que Fifi Brindacier, elle passe son temps à tendre la main à ses copains qui ne sont pas aussi punk que qu'elle ne le reproche pas d'être pas aussi punk qu'elle, mais qu'elle fait que leur tendre la main pour qu'ils le deviennent. Et elle fait un parallèle avec les luttes, et où elle dit en fait, tu vas toujours tomber sur quelqu'un qui tu trouves pas assez radical, que tu trouves pas assez engagé. En fait, être punk, c'est lui tendre la main quand même, et lui dire allez, viens avec moi. Et je trouve que ça résonne assez avec ce qu'on s'est dit. Et moi, c'est un essai que j'avais trouvé très vivifiant dans la production d'essais féministes contemporaines. C'est galère cette question. Pour pas oublier d'où on vient, quand même un des livres de ma vie, c'est Arsène Lupin. Voilà. Ah ouais. Le gentleman cambrioleur. Je crois que cette idée d'aller piquer, un peu comme Robin des Bois, quoi, piquer à ceux qui ont pour donner à ceux qui n'ont pas, sachant que c'est pas moi qui le lisais, c'était ma mère qui me le lisait le soir. Donc, voilà. Mais ça a contribué, je crois, à mon amour de la lecture. Et plus récemment, parce que je vais pas vous faire, entre 20 et 30 ans, j'ai lu ça, maintenant je lis ça. Donc il y a quand même une évolution indéniable entre ce que je lisais à 20 ans, où je crois que j'ai consommé beaucoup de romans policiers, Harlan Coben, je suis passée par plein de phases différentes, pas toujours de la grande littérature, mais voilà. Et dans cette dernière décennie, il y a, je crois, 2 livres qui m'ont beaucoup marqué. Il y a L'Art de perdre d'Alice Zeniter, qui a commencé à bien m'éclairer l'esprit sur la guerre d'Algérie, où j'ai commencé à vraiment me dire « Waouh, on a un big problème !» Et par ailleurs, c'est un très bon roman, quoi. Enfin, voilà, j'ai compris des choses, et j'ai compris qu'il y avait plein de questions que je m'étais jamais posées, que j'allais devoir ramer un peu pour mieux comprendre cette histoire qu'on n'avait pas racontée. Et après, il y a le livre de Julia Foyce, qui est journaliste de manière globale et à France Inter, mais ailleurs aussi, qui a écrit un tout petit essai. Elle a une espèce de gouaille et de verve. Julia, elle écrit comme elle parle, quoi. T'as l'impression qu'elle te chuchote des trucs à l'oreille quand elle t'écrit. Enfin, quand elle écrit, d'ailleurs, elle t'écrit pas, mais elle écrit un livre, mais t'as l'impression que c'est à toi qu'elle écrit. Et il s'appelle « Je suis 1 sur 2 », et qui est la statistique de quand tu nais en France, femme, tu as 1 chance sur 2 de vivre une violence sexuelle. Alors sur le spectre de la violence sexuelle, hein, du frottage dans le métro, enfin dans le bus ou dans le tram, au viol et à l'agression, enfin, voilà. Et ce livre-là, je crois que c'est pareil, ça a allumé d'autres sphères radicales de mon cerveau, où je me suis dit, d'accord, donc nous on a 2 petites filles, donc déjà statistiquement il y en a une des 2 qui va se faire emmerder. Et elles étaient toutes petites, je crois que ça m'a bouleversée de me dire ça. Et ce livre-là de Julia Foyce, et on a écrit d'autres depuis, ça a été un petit tremblement, quoi, comme autrement L'Art de perdre d'Alice Zeniter. Voilà. Merci à vous. Merci de nous avoir invités, hein. Franchement, on a été pas mal ici cet après-midi. Voilà. Bravo en tout cas pour cet espace que vous créez. Merci beaucoup.